Meghan Markle gravit les marches ouest de l'église Saint-Jean. On a parlé de contes de fées, mais la question que personne n'a posée avec la gravité nécessaire était « De qui s'agit-il » Aujourd'hui, en mars 2026, Meghan Markle est cernée de murs. Et l'homme à l'origine de ce projet n'est autre que Tom Bower, un biographe d'investigation qui a passé des décennies à déconstruire les mythes entourant les personnalités influentes. Il s'est notamment intéressé aux magnats des médias, aux premiers ministres et aux milliardaires. Et maintenant, il s'en prend à la duchesse de Sussex. Ce qu'il a mis au jour n'a rien d'une histoire d'amour. C'est un chef-d'œuvre de manipulation d'images, bâti sur des fondations vouées à l'échec. Examinons les 10 vérités les plus choquantes que Tom Bower a révélées sur Meghan. Markle est le mariage royal à 32 millions de livres sterling que le monde a perçu comme une fête. Mais selon des sources royales, il s'agit d'un véritable siège. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce sont des révélations documentées, étayées par les journaux du palais, des témoignages et le témoignage de l'archevêque en exercice. Avant d'aborder la 10e vérité, essayons de comprendre pourquoi Meghan Monteith aurait harcelé la famille royale et pourquoi elle avait toutes les raisons de le faire. Première vérité qui dérange, elle voulait un prince. Affaire royale, sensationnelle. Reprenons depuis le début, car c'est là que toute l'histoire s'effondre. Lors de sa fameuse interview avec Oprah Winfrey, Meghan a dit quelque chose que tout le monde a cru. Elle a regardé la caméra calmement et honnêtement et a déclaré « Je ne connaissais pas grand-chose à la famille royale. Bon, je n'ai pas cherché Harry sur Google. Plus jamais. » Les recherches de Tom Bower, basées sur des entretiens avec des célébrités, d'anciens collègues et des membres de l'élite londonienne, révèlent une histoire qui réfute étonnamment cette affirmation. Selon Bower, la soi-disant « Opération Royale » a débuté non pas en 2016 ou 2015, mais en 2013. C'est l'année où le premier mariage de Meghan avec le producteur de cinéma Trevor Engelson s'est soldé par un divorce. Au lieu de faire son deuil en paix, et de reconstruire sa vie, Bower affirme avoir gravi les échelons de la société britannique de manière délibérée et méthodique. Imaginez ce que cela implique. Bien qu'Oprah ait prétendu ne pas avoir fait de recherche sur Google concernant l'homme qu'elle allait épouser, les sources de Bower indiquent qu'elle a passé des années à étudier son profil psychologique. Elle savait que le prince Harry avait été traumatisé par la mort de sa mère. Elle savait qu'il était rongé par la culpabilité, la rébellion et le désir de s'affranchir des contraintes de l'establishment. Il savait qu'elle nourrissait une grande passion pour l'Afrique et la philanthropie. En fait, il avait soigneusement étudié ses faiblesses émotionnelles avant leur rendez-vous arrangé au Soho House, Club Huppé de Londres. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs, raconte Bower, elle n'était pas comme une actrice en quête de la bonne alchimie. Elle était comme un général qui avait fait ses propres recherches. Elle incarnait si parfaitement l'idéal de l'âme sœur humanitaire que Harry, un homme en quête d'une partenaire dans sa rébellion et d'une figure maternelle de substitution, est probablement tombé amoureux d'elle en quelques heures. Demandez-vous, a-t-elle l'air du genre à ne pas s'être encore cherchée sur Google? Des archives de ses réseaux sociaux datant de 2016 révèlent l'attachement profond de Meghan à la société britannique. Photos, publications, contacts. Une trace numérique qui brosse un portrait bien différent de celui d'une actrice américaine naïve et innocente, plongée dans un conte de fées. Bower considère ce rôle comme le plus important de sa carrière d'acteur. Et contrairement à son rôle dans la série télévisée Gitz, celui-ci a eu des conséquences bien réelles, se chiffrant en centaines de millions de livres sterling. Autre fait amer, la voiture qui a livré le message à la reine. Revenons maintenant sur le mariage lui-même, qui a eu lieu le 19 mai 2018. Et commençons par un détail que la plupart des gens ont négligé ce jour-là, la voiture. Et pas n'importe laquelle. Une Rolls-Royce Phantom 4. Voici tout ce que vous devez savoir sur la Phantom 4. Seulement 18 exemplaires ont été produits. C'est l'une des voitures les plus rares du musée royal. Et voici un détail que même le personnel du palais ignorerait. C'était la voiture préférée de Wallis Simpson. Si son nom ne vous dit rien. Voici un bref résumé. Wallis Simpson était un Américain dont la relation avec le roi, Édouard VIII, devint si scandaleuse et déstabilisatrice pour la Constitution que le roi abdiqua en 1936, mettant ainsi fin à la monarchie britannique. Il est probablement l'Américain le plus controversé jamais associé à la maison de Windsor. La famille royale éprouve un mélange de crainte et de mépris envers Meghan Markle, et c'est elle-même qui a choisi sa voiture. Bower affirme que la famille royale n'a pas pris cette décision à la légère.
Des sources confirment que des représentants du palais ont suggéré plusieurs autres véhicules traditionnels, parfaitement appropriés et chargés d'histoire, tant pour des raisons de sécurité que symboliques. Meghan les aurait tous refusés. Elle a insisté pour acheter la Phantom 4. Était-ce une coïncidence? Certains le pensent. Mais Bauer et ses sources à la cour y voient une manœuvre bien plus délibérée. Un message psychologique savamment orchestré, adressé directement à la reine Élisabeth II et à l'institution qu'elle représente. Le message: je suis le nouveau Wallace. Je ne me laisserai pas brider. Je ne me laisserai pas dompter. Imaginez le courage qu'il faut pour adresser un tel message à l'institution que l'on s'apprête à intégrer le jour de son mariage. Tom Bauer, Louis, ne parle pas de rébellion. Il appelle cela de la protection. Et il affirme qu'une décision a jeté une ombre froide et durable sur tout ce qui a suivi. Troisième vérité crue. L'incident de la chapelle qui a terrifié les responsables du palais. Si l'accident de voiture était un acte de violence discret, ce qui s'est passé à la chapelle Saint-Georges était tout sauf cela. La chapelle Saint-Georges est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un monument sacré imprégné de 500 ans d'histoire britannique. Des monarques y sont enterrés, des mariages royaux y sont célébrés depuis des siècles. L'un des lieux les plus sacrés de Grande-Bretagne. Selon des articles de journalistes royaux comme Robert Jobson, analysés par l'enquête de Bowers, Meghan a remarqué une odeur de renfermé dans la chapelle historique. Sa solution? Elle a demandé au personnel du palais de vaporiser toute la chapelle avec du désodorisant Glad avant l'arrivée des invités. Imaginez le personnel du palais, des professionnels qui travaillent pour la famille royale depuis des années et qui comprennent l'importance des lieux qui leur sont confiés, seraient priés de vaporiser un objet sacré avec un simple désodorisant commercial. Ils l'ont refusé. Évidemment, ce qui a suivi, d'après les sources de Bauer, fut ce qu'il a qualifié d'explosion de colère collective. Aucune demande polie d'alternative, aucune discussion apaisée, juste une explosion. L'analyse de Bauer est juste et accablante. Ce n'était pas du perfectionnisme, ce n'était pas de la nervosité conjugale. À ses yeux, c'était du totalitarisme. Meghan affirme avoir perçu ce site historique britannique vieux de 500 ans comme un décor de cinéma qu'il fallait nettoyer et rénover pour répondre aux standards hollywoodiens. Cet événement, en apparence anodine, a déclenché une crise bien plus vaste. Le personnel, submergé quotidiennement de demandes, de courriels matinaux, de réparations et d'une surveillance constante, a discrètement démissionné. L'exode provoqué par la crise du sida avait déjà commencé, et tout cela s'est produit avant même que la pièce montée ne soit coupée. Quatrième et amère vérité. Le chemin vers l'autel n'a jamais été ce qu'il paraissait. L'arrivée de Meghan à l'hôtel, Sewell, à la cathédrale Saint-Georges, a été un puissant message féministe adressé au monde entier, celui d'une femme indépendante, forte, déterminée et vulnérable. Mais les recherches de Bowers révèlent une réalité plus profonde derrière cette image, et ce qu'elle révèle est bien plus complexe. Meghan a insisté pour arriver seule à l'hôtel. C'était une décision consciente et mûrement réfléchie, et le contexte est essentiel. Après avoir interdit à son père, Thomas Markle, d'assister au mariage, elle a finalement fait son choix. Nous reviendrons sur ce point plus en détail ultérieurement. En marchant seule, elle a démontré qu'elle n'avait plus besoin de la tutelle paternelle. Elle est tête maîtresse de son destin. Cependant, les photos de cette promenade ont immortalisé un moment qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les observateurs du palais et les sources proches de Bauer Palace. Un assistant royal qui a tenté d'ajuster le voile de Meghan ou de l'accompagner aurait été ignoré. Un comportement qualifié d'humiliant et d'impolitesse par des témoins. Pas de changement de direction subtil, pas de hochement de tête poli, pas de refus. La caméra, bien sûr, a évité tout cela. Elle n'a capturé que la mariée radieuse, se déplaçant avec une grâce ostentatoire dans l'un des moments télévisuels les plus mémorables de l'histoire moderne. Lorsqu'elle a rejoint le prince Charles, qui a eu la gentillesse de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. L'histoire était déjà écrite. Elle a utilisé le futur roi d'Angleterre comme un personnage secondaire dans son entrée en scène. Bauer pense que c'était un microcosme de tout ce qui allait suivre. Le cadre était idyllique, mais la vérité était tout autre. Cinquième vérité amère. Un mensonge personnel concernant le mariage, que l'archevêque a été contraint de démentir. De toutes les affirmations de Meghan lors de son interview avec Oprah Winfrey, celle-ci est sans doute la plus flagrante et la plus facile à vérifier. Sur le plateau d'Oprah, Meghan a expliqué qu'elle et Harry s'étaient mariés en secret et que l'archevêque de Canterbury avait officié la cérémonie dans son jardin 3 jours avant le mariage public. Le 19 mai, elle a décrit le mariage comme sincère, intime, authentique et vécu à deux.
Des soupçons planaient quant à la vocation de ce spectacle à 32 millions de livres sterling, une mise en scène destinée à l'establishment et au public. Et c'est précisément là le problème. L'archevêque de Canterbury fut contraint de publier un communiqué. Avec une diplomatie remarquable, mais aussi une détermination sans faille, Justin Welby déclara que le seul mariage légalement valable, la seule cérémonie reconnue par la loi et l'Église comme un mariage, avait eu lieu le samedi 19 mai 2018. Point final. Après l'annulation par Welby lui-même de la cérémonie, censée être privée, l'équipe de communication des Sussex fut contrainte d'improviser une répétition générale embarrassante. Le mariage privé s'est réduit à un échange de vœux intimes. Non pas une cérémonie civile, mais un moment fugace, des mots échangés entre deux personnes dans un jardin. Mais l'aspect le plus révélateur de ce mensonge, selon Bauer, n'était pas seulement qu'il ait été proféré, mais pourquoi il l'a été. Le fameux syndrome de protagoniste de Meghan. Elle devait croire et faire croire aux autres qu'elle n'avait jamais vraiment désiré ce spectacle imposé par le palais, que son véritable mariage était pur, privé et irréprochable, libre de toute obligation institutionnelle. D'après Bauer et ceux qui ont suivi de près les préparatifs du mariage, la réalité était tout autre. Meghan était profondément, voire obsessionnellement, impliquée dans chaque détail de cette production à 32 millions de livres sterling. Elle en a assuré la direction. Elle a insisté pour que tout soit méticuleusement conçu. Elle s'est battue pour certaines décisions. Et une fois le tournage terminé, elle s'est contentée d'annoncer au monde entier qu'elle y avait contribué. Il ne s'agit pas d'une question de victimisation. Il s'agit d'un général qui façonne son héritage en direct. La 6e vérité qui dérange, le week-end à Sandringham qui a tout révélé. En 2017, le prince Harry a fait ce que tout homme amoureux fait instinctivement. Il a présenté sa fiancée à ses amis les plus proches, ceux qu'il connaissait depuis Eton, ceux avec qui il avait servi dans l'armée, ceux qui l'avaient soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments, au sens propre comme au figuré. C'était son cercle intime. Il s'agissait des personnes en qui Harry avait le plus confiance. L'incident s'est produit le week-end des attentats de Sandringham et, selon les sources de Bauer, ce fut un véritable fiasco. Meghan, toujours selon ses sources, n'était pas là pour accompagner les proches de son futur époux, mais pour jouer les médiatrices. Harry aurait interrogé ses amis sur le sexisme, le féminisme et leurs opinions sur les questions transgenres, remettant en cause leur humour, leurs opinions et leurs conversations les plus anodines avec une intensité qui a choqué et réduit au silence tout le groupe. Les amis de Harry, pour la plupart des aristocrates influents, cultivés et prospères, étaient parvenus à la même conclusion durant le week-end. Elle n'était pas la femme qu'il lui fallait. Leurs avis étaient sincères, directs et empreints de bienveillance. Ils le trouvaient, selon les mots de Bowers, condescendant et dépourvu d'humour. Il se sentait jugé, condamné et incompétent. Et que fait Harry face à l'opinion de ceux en qui il avait le plus confiance? Il prit ses distances. Sous l'influence de Meghan, ses amitiés de longue date ont été discrètement détruites. Et le détail le plus significatif de l'affaire de Sandringham est peut-être que nombre de ses hommes, ses compagnons, ont été délibérément exclus du cortège nuptial aristocratique. Dans le récit familial des Sussex, ils ont été dépeints comme problématiques, comme des personnes toxiques qui ne comprenaient ni ne soutenaient cette relation. Harry a été systématiquement éloigné de ses proches, un à un. Ceux qui le connaissaient le mieux et pouvaient lui offrir un autre point de vue l'ont quitté. Seules 2 personnes sont restées et la voix dominante n'était pas la sienne. La triste réalité. La 7e personne, Thomas Markle, est le père dont on occulte l'histoire. Le récit de Thomas Markle et de son mariage en 2018 est largement présenté dans les médias comme une tragicomédie. Un père indifférent, des photos de paparazzi mises en scène, une crise de santé de dernière minute. C'était le chaos, c'était la honte. Et cela a fourni à Meghan une histoire toute faite de familles brisées qu'elle devait affronter seule. Mais les recherches de Bauer dressent un tableau bien plus sombre de la situation de Thomas Markle. Meghan, selon ses sources, n'était pas une demoiselle en détresse. Bauer affirme qu'elle avait profondément honte de l'apparence de son père, de son acharnement au travail, de son manque d'expérience du monde et de son incapacité à incarner l'image, glamour d'un aristocrate hollywoodien qu'il avait tant travaillé à se forger. Leur conversation portait principalement sur Thomas Markle, et ces questions ont été réglées. Cette révélation est d'autant plus surprenante que le prince Charles était impliqué à l'époque.
Selon Bauer, Charles, qui comprenait mieux que quiconque le poids des responsabilités familiales et publiques, a personnellement et avec insistance supplié Meghan de se rendre aux États-Unis, de se réconcilier avec son père et d'éviter le scandale public grandissant pour toutes les personnes concernées. Selon certaines sources, Meghan aurait décliné l'invitation pour des raisons de sécurité. Bauer affirme que les responsables du palais ont jugé cette explication peu convaincante et superficielle, la décision étant déjà prise. Le visionnage de la vidéo image par image s'est révélé révélateur. Doria Ragland, la mère de Meghan, sans doute plus photogénique, plus à l'aise devant l'objectif, et qui comprenait mieux le message que Meghan souhaitait transmettre à ce moment-là, a été contactée seulement 48 heures avant la cérémonie. Elle était assise seule au premier rang. C'était une réunion de famille. La photo était exactement celle que Meghan désirait. Le reste de la famille Markle ne peut compter que sur elle-même. La conclusion de Bowers est sans appel. Thomas Markle n'a pas été écarté parce qu'il posait problème, mais parce que son style ne correspondait pas à l'esthétique recherchée. Huitième vérité qui dérange, la bataille du diadème et la réaction inoubliable de la reine. Nous connaissons tous l'histoire du diadème. Elle a fait couler beaucoup d'encre et a été reléguée au rang de simple moment hystérique de mariage. L'histoire d'une mariée nerveuse qui tenait absolument à porter un certain bijou le jour de son mariage. Mais les recherches de Tom Bowers révèlent que la réalité était bien plus complexe. Ce fut le premier affrontement majeur entre Meghan Markle et la reine Elizabeth II. Cette confrontation a révélé la source du problème qui a finalement conduit à une rupture entre les Sussex et la monarchie. Selon certaines sources, Meghan était très intéressée par le diadème d'émeraude Breville-Kokoshnik, un magnifique diadème dont l'histoire était extrêmement controversée pour les responsables du palais. L'origine de cette pièce était incertaine, et certaines rumeurs suggéraient un lien avec la Révolution russe. Selon Angela Kelly, demoiselle d'honneur de la reine, le protocole du palais interdisait à Meghan l'accès à la résidence royale. Apparemment, elle a protesté, et Harry a interprété sa protestation comme une défense de sa fiancée, prononçant la phrase désormais célèbre « Ce que Meghan veut, Meghan l'obtient ». Difficile d'y voir une preuve de loyauté. D'après Bauer, il s'agissait d'une attaque délibérée contre l'autorité royale, d'un défi direct à l'ordre établi de l'institution de Harry. Et la reine n'a pas du tout apprécié. Toujours selon les sources de Bauer, la reine Elizabeth a pris Harry à part et le lui a dit clairement et sans équivoque. Meghan ne peut pas tout avoir. Elle accepte le diadème qu'on lui a offert. À cet instant précis, quelque chose se matérialise en elle. Elle se retrouve face à un mur infranchissable, impossible à franchir. Les limites sont fixées par la reine elle-même. Et selon Bauer, c'est à ce moment-là que Meghan commence à élaborer un plan. Non pas un mariage, mais une vengeance contre l'institution qui, auparavant, lui avait pris quelque chose. Voyons voir ce qui s'est passé ensuite. Chaque conflit, chaque erreur stratégique, chaque accusation publique, tout découle de ce vide fondamental. La femme qui pensait pouvoir tout avoir découvre à présent que c'est impossible. Neuvième vérité qui dérange, Kate Cry et son tournant vers le bonheur. Comment une femme innocente est devenue maléfique? C'est peut-être le mensonge le plus stratégiquement destructeur de toute l'interview d'Oprah, car il visait une personne intrinsèquement incapable de se défendre. Meghan a confié à Oprah que Catherine, alors duchesse de Cambridge, l'avait émue aux larmes au sujet des robes de ses demoiselles d'honneur, quelques jours seulement avant le mariage royal. Cet incident fut qualifié d'acte de cruauté sans précédent de la part d'une femme censée être aimante. Catherine fut traitée de tyran et Meghan de vulnérable, opprimée et isolée. L'histoire fit le tour du monde, faisant la une des journaux et apparaissant dans d'innombrables articles. Catherine, qui respectait le protocole royal du « ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer » avec les membres seniors de la famille royale, fut dans l'incapacité de se défendre publiquement. C'était une cible silencieuse. L'enquête de Bowers le confirme. Ces informations proviennent de témoins présents lors de l'altercation. Catherine n'était pas l'agresseuse. Elle réagissait à un manquement au protocole. En tant que membre éminent de la famille royale, ayant consacré des années à étudier et à respecter les règles des événements royaux officiels, Catherine a légitimement exprimé ses préoccupations. La robe de la princesse Charlotte ne lui allait pas parfaitement. Et Meghan a enfreint le protocole qui exigeait que les demoiselles d'honneur portent des bas lors des occasions officielles. D'après les sources de Bowers, Kate a exprimé ses inquiétudes avec professionnalisme et franchise. Meghan, décrite par les personnes présentes comme condescendante et méprisante,
les a ignorés. L'atmosphère était tendue. Kate aurait été choquée par la nouvelle, non pas parce qu'elle était à l'origine du conflit, mais parce que ses préoccupations professionnelles légitimes ont été accueillies avec mépris. Quiet, dans la pièce, pleurait vraiment. Les sources de Bowers racontent une histoire bien différente de celle présentée aux 65 millions de téléspectateurs. Puis Meghan a rencontré Oprah et a complètement changé la version des faits. Elle a dépeint la future reine d'Angleterre comme une figure maléfique, alors qu'elle savait pertinemment que Catherine ne pourrait jamais se racheter publiquement. Bauer qualifie cet acte de l'un des plus dommageables et délibérés de toute l'affaire Sussex. C'était de la diffamation déguisée en déclaration personnelle. Vérité qui dérange numéro 10, les dossiers d'abus sexuels. Le document que Meghan redoute le plus. Et voici la 10e vérité, la plus dangereuse de toutes. Non pas à cause de ce qu'elle révèle sur le passé, mais à cause de ce qu'elle implique pour l'avenir de Meghan. En 2021, le palais a ouvert une enquête officielle sur le harcèlement de son personnel par Meghan. L'enquête était sérieuse. Les témoignages recueillis étaient troublants, selon les sources de Bowers qui ont consulté des extraits et des résumés. Des membres du personnel ont rapporté avoir pleuré. Certains ont confié se sentir mal à l'aise à la simple idée de contacter la princesse. D'autres ont décrit un déluge de courriels arrivant dès 5 heures du matin, un tourbillon de messages exigeants et souvent condescendants qui ont submergé et découragé les destinataires. Les corrections et les instructions étaient données d'une manière qui ne laissait aucune place à la dignité ni au professionnalisme. L'enquête a finalement été classée sans suite afin de protéger la vie privée des personnes impliquées. Mais Bauer soupçonne que les funérailles avaient un autre but, servir les intérêts du palais. Ce n'était pas une arme dont il voulait se débarrasser immédiatement, mais une arme qu'il pouvait conserver en réserve. Et c'est précisément ce qu'a fait le palais, probablement à la demande du roi William. Ils ont constitué un dossier de contre-arguments. Journaux intimes horodatés, Coriels, enregistrement de caméras de sécurité de 2018 à 2020. Un compte-rendu complet et factuel du comportement de Meghan envers ses subordonnés. Bauer affirme que ce document plane comme une épée de Damoclès au-dessus de Meghan, menaçant chacune de ses gestes. Son équipe de communication ne peut pas le manipuler. Ce n'est ni une accusation, ni une déclaration, ni même une interprétation contestée. Il s'agit d'un rapport détaillé, contenant des dates, des heures, des propos et des actes, et elle est visiblement terrifiée. Cette situation s'apparente à une lutte de pouvoir digne de la guerre froide. Si Harry et Meghan lançaient une nouvelle attaque, publiaient une nouvelle autobiographie, accordaient une interview compromettante ou commettaient une autre erreur stratégique, le palais serait prêt à diffuser intégralement et sans censure le rapport de harcèlement. C'est ce qui rend la situation si dévastatrice pour Meghan. Toute son image publique repose sur celle d'une femme compatissante et humanitaire. Une femme qui défend la santé mentale, la bienveillance et la responsabilité des personnes au pouvoir. Ces abus non seulement compliquent la situation, mais la détruisent entièrement. Le préjudice psychologique réel et avéré infligé à ses collègues est insupportable pour une femme dont la réputation repose sur l'empathie. Bauer soutient donc que la descente aux enfers de Meghan à Montecito n'est pas simplement le fruit de la frustration face aux critiques, mais la panique maîtrisée d'une femme consciente de l'existence d'un document potentiellement dévastateur entre les mains de personnes pleinement habilitées à l'utiliser. L'ombre dont personne ne parle, le lien avec Epstein. Avant d'en arriver au dénouement, un autre aspect de l'affaire Bauer mérite une attention particulière. Il s'agit de l'aspect le plus explosif et le plus sensible sur le plan juridique, que l'équipe de relations publiques de Meghan s'efforce de dissimuler au public. Il concerne Jeffrey Epstein, et ce silence, c'est, pour Bauer, bien plus révélateur que toutes les déclarations publiques de Meghan. Voici le contexte. Les relations que Meghan a tissées au fil des ans dans les cercles influents, notamment grâce au réseau Soho House Global Network et à son réseau d'intermédiaires de haut niveau, l'ont amené à fréquenter des contacts qui recoupaient ceux du prince Andrew. Les liens du prince Andrew avec Jeffrey Epstein sont notoires. Bauer a révélé ce détail, et l'élément explosif réside dans le moment où les avocats de Virginia, Robert Joffrey, auraient envisagé de citer Meghan Markle à comparaître comme témoin, et non comme défenderesse, dans une action civile intentée contre le prince Andrew. Une personne qui, grâce à ses contacts et à ses observations dans les cercles influents, pouvait détenir des informations pertinentes pour l'affaire. Réfléchissez bien à ce que cela signifie. Les sources de Bauer pensent que Meghan savait des choses sur Andrew, ses associés et l'entourage d'Epstein que très peu de personnes connaissaient. C'est ce détail que Bauer juge le plus suspect.
Depuis leur retrait de leur fonction royale, Harry et Meghan s'en sont pris à presque tous les membres éminents de la dynastie Windsor. Ils critiquent William, attaquent Camilla et accusent la famille de racisme institutionnalisé au plus haut niveau. Bref, ils ont été prêts à rompre tous les ponts. Quant au prince Andrew, il garde un silence complet. Pas un mot, pas un murmure, pas la moindre allusion dans les interviews, les documents ou ses mémoires. Bauer parle d'une impasse mexicaine, un dialogue silencieux, où les deux camps gardent le silence car ils en savent trop. La déclaration d'Epstein ne prouve pas la culpabilité de Meghan, mais elle soulève une question que, selon Bauer, le public devrait se poser. Pourquoi cette membre de la famille royale, qui n'a jamais été critiquée, aurait-elle quelque chose à perdre à prendre la parole? C'est une question qui plane sur Montezecco comme une ombre menaçante que personne n'ose lever. Selon Bauer, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la crise actuelle de Meghan dépasse largement le simple cadre d'une question de relations publiques. Non seulement elle doit faire face à un biographe, mais elle est également confrontée à de multiples critiques publiques. Et elle ne peut ignorer l'affaire Epstein. La conséquence ultime se fera sentir en 2026. Alors, où en serons-nous après tout cela? Analysons la situation en mars 2026, car le tableau dressé par Bauer ne concerne pas seulement Meghan. Il s'agit du tournant extraordinaire des événements survenus depuis ce matin à Windsor. Il y a 8 ans, la monarchie, que l'affaire Sussex a dépeinte comme décadente, raciste, déconnectée de la réalité et incapable de s'adapter au monde moderne, a obtenu un résultat remarquable, la stabilisation. Sous le règne de William et Catherine, l'institution est revenue à ce que Bauer appelle un modèle de service. La famille royale, active et engagée, jouit d'une grande popularité. Le roi et la reine sont admirés. Le feuilleton des années Sussex a été systématiquement et délibérément réinterprété, non comme une crise constitutionnelle, mais comme une querelle mineure soulevée par des personnalités étrangères qui ne font plus partie de l'élite. Le palais a renoncé à Meghan, et Meghan a gagné. L'empire promise par Meghan, la marque Sussex, la révolution Netflix, le succès des podcasts Spotify et son influence à Hollywood ont quasiment disparu. La série animée Pearl a été annulée. L'accord avec Spotify a capoté après que le réalisateur a décrit la série en des termes depuis tristement célèbres. Des sources internes évoquent un épuisement créatif et une grande frustration. Le traumatisme d'avoir été exploité par Netflix s'est enfin estompé. Les célébrités qui remplissaient les bancs de la chapelle Saint-Georges, les Clooney, les Beckham, et qui ont apporté leur présence et leur crédibilité à ce qui aurait dû être une véritable célébration, se sont pour la plupart retirées. Elles ne veulent pas devenir de simples victimes collatérales du conflit entre la duchesse et le roi. Et c'est cette ironie amère que Bauer met constamment en lumière dans ses recherches. Meghan accuse depuis des années la famille royale d'isolement, de solitude et d'hostilité envers les étrangers. Mais voyez où elle se trouve en mars 2026, sans le soutien du palais, sans alliés influents, sans empire médiatique opérationnel, sans lien institutionnel actif à Washington, avec une image humanitaire ternie par un passé douloureux et avec un mari qui tente discrètement de renouer avec le frère qu'il lui aurait apparemment conseillé de quitter. Elle s'est isolée au sens le plus large du terme. Et cette fois, ce n'est pas l'institution qui l'a isolée, c'est sa propre faute. Bauer va plus loin. Et c'est cet aspect qui a suscité le plus de controverses. Il soutient que les relations de Meghan suivent une logique reconnaissable. Elle maintient le contact avec les gens tant qu'ils lui sont utiles. Trevor Engelson a rempli son rôle jusqu'à ce que sa carrière décolle. Thomas Markle a rempli le sien jusqu'à ce que sa présence devienne un fardeau. La monarchie a rempli le sien jusqu'à ce que les inconvénients l'emportent sur les avantages. Harry Bauer pose la question que personne dans l'entourage de Meghan n'ose formuler ouvertement. Maintenant que les liens avec la famille royale sont rompus, les illusions de Diana révélées au grand jour et qu'Harry a perdu ses titres militaires, la protection de sa famille et son rôle unique d'intermédiaire auprès de la famille royale. Quel est son but? Des rumeurs datant du printemps 2026 laissent entendre que Harry tente, avec prudence et discrétion, de renouer avec le roi William. La réaction du palais a été qualifiée de glaciale. Le vide laissé par Harry au sein de la famille royale a été comblé. La famille royale a tenu ses promesses. Les enfants de William et Catherine assument leur rôle et gagnent en popularité. Harry ne fait plus partie intégrante de l'histoire de l'institution. Il est un étranger. Et Bauer laisse entendre qu'il pourrait bientôt se sentir étranger chez lui. La vérité finit toujours par éclater. C'est la principale leçon à tirer des révélations de Tom Bauer. Aucun des éléments de preuve clés présentés n'exigeait la présence d'un informateur parmi l'entourage de Meghan.
De même, la fuite des documents provenant du palais de Kensington n'était pas nécessaire. L'archevêque de Canterbury est une personnalité publique. La Rolls-Royce Phantom 4 est exposée aux musées royaux. Le protocole applicable aux demoiselles d'honneur est généralement connu de toute personne familière avec les événements royaux officiels. C'est pourquoi une enquête sur le harcèlement a été ouverte. Avec la méticulosité, la méthodologie et la précision d'un biographe qui a passé 40 ans à éclairer la vie de personnalités influentes, Bauer a rassemblé les preuves qui ont toujours existé et les a comparées à la version officielle des faits. La différence entre les deux est désormais indéniable. Meghan Markle n'est pas la première à infiltrer une institution puissante et à tenter de la réformer à sa guise. Elle n'est pas la première à endosser stratégiquement le rôle de victime. Elle n'est pas la première à comprendre qu'il est bien plus facile de contrôler le discours public lorsque les opposants sont réduits au silence et entravés par des règles de bienséance que personne ne respecte. Mais c'est probablement la première fois qu'une telle opération est menée à une telle échelle, avec des objectifs aussi ambitieux. Au sein d'une institution qui a survécu à 1000 ans de bouleversements politiques, à 2 guerres mondiales et à d'innombrables crises d'abdication, et qui a appris en ce millénaire une vérité fondamentale sur ses ennemis. Il n'est pas nécessaire de les vaincre, il suffit de survivre. Le conte de fées à 32 millions de livres sterling auquel le monde a assisté, le 19 mai 2018 n'avait rien d'une histoire d'amour. Dans le récit de Tom Bauer, un tout autre drame se joue. Un drame dont le chapitre final ne se déroule pas dans les chapelles et les palais de Windsor, mais dans les collines de Monteith, où une femme qui prétendait aspirer au trône est contrainte d'assister à l'effondrement, un à un, des piliers de son histoire soigneusement construite. Les vérités dérangeantes s'enchaînent. Le conte de fées est terminé. Le grand spectacle est fini. Et comme Bauer le dirait lui-même, la vérité finit toujours par éclater, même si on tente de la dissimuler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. L'affaire Bauer Expose est loin d'être terminée et il reste encore beaucoup à découvrir. Partagez vos impressions dans les commentaires. L'histoire de Meghan a-t-elle changé votre point de vue? Le témoignage de Bauer a-t-il influencé votre opinion? Dites-nous ce que vous en pensez.